Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. L'amont des mots, Presse universitaire de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2008. L'Église buissonnière, EME Fernelmont 2012. Sur le bout de la langue, Les Clènes, Amil 2012. Ces mots qui nous mènent, EME, Louvain-la-Neuve 2017. Exergue. Quand les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. Confucius. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Jean Jaurès. Avant-propos. Contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, l'origine du nom comme un mot ne se trouve pas dans le domaine de la communication aboutie, mais dans ses difficiles débuts, voire dans ses essais avortés. On s'en convaincra en apprenant qu'il existe un lien étymologique avéré entre mot et muet, mutisme et mutité. Dès l'origine en effet le mot semble être conçu comme un grognement non encore articulé, un borborigme, une façon de parler entre les dents, de grommeler, de marmonner, de bredouiller. C'est la façon dont on entend s'exprimer certains animaux, quand ils veulent signaler leur présence ou attirer l'attention sur un besoin. Ces bruits sont ensuite transférés sur l'être humain quand il produit des sons indistincts ou confus. En gardant les lèvres fermées, il fait un bruit nasal qui résonne comme un hum. C'est d'ailleurs le son minimal qu'on émet pour acquiescer au dire de son interlocuteur, indiquant par là qu'on suit l'exposé, l'argumentation ou l'histoire qu'on entend. C'est aussi, sans qu'il faille en déduire toute une philosophie, la syllabe sacrée, le fameux mantra Om, de la psalmodie des bouddhistes, qui est censé contenir tout l'univers créé avant son expression dans la parole humaine. En bas latin, le verbe mutailleur signifie simplement produire le son bum, nasal bilabial parfois suivi d'un e ou d'un u, mais qui n'est qu'un bruit de voix sans signification. C'est comme l'antichambre de la communication, le vestibule qui sépare le silence complet de la prise de parole normale. Avant d'être un énoncé articulé, c'est une onomatopée, l'imitation d'un bruit de la nature qu'en latin médiéval on appelait mutum. Le terme était surtout employé dans des phrases négatives, soit pour évoquer ou imposer le silence, soit pour dénoncer comme incompréhensible une parole entendue. On comprend par là qu'une fois introduit en français médiéval sous la forme de mots, il servait souvent comme l'équivalent de chut, silence, taisez-vous, autrement dit, pas un mot, soyez muet. Parfois, quand on musait un sur quelques notes de musique, on appelait cela un motet, diminutif de mot. Et quand quelqu'un était réduit à quia, parce qu'il ne trouvait pas la réponse, on disait aussi qu'il ne savait mot. Nous en avons gardé l'expression ne pas dire mot comme l'équivalent de se taire. Tel qu'il est désormais conçu dans les langues modernes, c'est-à-dire comme unité lexicale, ayant une forme et un sens, le mot est le support d'innombrables phrases ou énoncés, de serments d'amour aux sermons de carême, d'arides traités techniques aux poèmes les plus savoureux, de pensées les plus abyssales aux slogans les plus superficiels. Les mots servent à donner forme tant au verbe qu'au verbiage, tant aux paraboles qu'aux palabres, tant à la vérité qu'au mensonge. Mais ce qu'on oublie souvent, parce que ce n'est pas d'une évidence immédiate, c'est qu'ils laissent aussi transparaître le substrat idéologique du quotidien. Ainsi, il n'est pas innocent de nommer un suspect ou accusé, dont la culpabilité reste à prouver et qui a donc droit à la présomption d'innocence, un individu. Il n'est pas non plus indifférent d'appeler gazés, non pas ceux qui ont été assassinés dans les chambres à gaz nazis, mais les manifestants ayant subi l'envoi de gaz lacrymogènes. Ainsi encore, quand on évoque une personne du sexe féminin, le choix entre femme, dame, personne, fille, jeune femme, etc. entraîne des connotations qui représentent autant de perceptions de la gent féminine. Dans ce qui suit, on lira quelques dizaines de billets consacrés à l'actualité ou à l'histoire récente, sous l'angle des mots qui ont servi à les rapporter et à les mettre en perspective. Que ce soit dans le domaine de la politique, de la religion, du sport, des conflits sociaux, de l'évolution des mœurs, de la mode, de l'information ou de l'histoire, on verra qu'à chaque fois les faits, événements, situations et actions sont présentés sous l'empire des mots. Le regard froid sur le monde extérieur et la façon dont il s'habille de mots n'a pas empêché d'évoquer aussi le monde intérieur, voire l'intime qui se lit comme une petite histoire nichée dans la grande. Si l'on veut en apprécier toute la portée, il ne faut pas seulement déceler le sens habituel des mots tel qu'il s'exprime par la définition des dictionnaires, mais aussi ce qu'ils cachent ou voilent comme tendance inavouée et parfois inavouable.
Chaque locuteur est né dans une société où les mots sont déjà chargés d'effets de sens multiples, mots qu'il ne pourra utiliser qu'en assumant à la fois le signifié traditionnel forgé par les devanciers et le sens dérivé qui lui confère un halo favorable ou péjoratif. Car l'empire des mots n'existe qu'à la faveur de celles et ceux qui s'en servent, tantôt pour décrire le monde, tantôt pour dire l'immonde. FD. En un mot commençant. Nommer les choses. Cela s'est sans doute passé le 6e jour de la création. Ayant œuvré tout au long de la première semaine de l'univers, l'Éternel était passablement épuisé. Tant et si bien qu'il n'était pas fâché de voir arriver le week-end. Mais il se dit en lui-même, à l'époque il parlait souvent à lui-même, vu qu'il n'y avait encore personne avec qui tailler une bavette. Puisque tout ça est magnifique, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Encore un dernier coup de collier, et nous pourrons nous reposer sur nos lauriers. Où l'on voit aussi qu'il usait du pluriel majestatif pour parler à lui-même. Et ajoutant le geste à la parole divine, il créa l'homme. À son image en plus. Puis il convoqua tous les animaux pour que l'homme leur donnât un nom. Et celui-ci s'exécuta sans se tromper. Même pour les cas difficiles comme l'orictérope, l'ornithorynque et les nématelmintes, il eut 10 sur 10. Ce qui prouve qu'il était fait à l'image de l'Éternel. Car sans cours préparatoire, sans diplôme, sans même avoir potassé le classement de Linné, il savait nommer les choses. Voilà une compétence dont nos élites politiques seraient dépourvues de nos jours. C'est tout au moins l'opinion d'un président de la République, à qui l'on reprocha dans un récent débat télévisé d'employer des expressions vulgaires. En effet, en visite à Égletons, Corrèze, où des ouvriers de GSM étaient venus exprimer leurs doléances, il avait dit dans un aparté dûment enregistré que certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. À d'autres occasions, il avait évoqué des gens qui ne sont rien, des fainéants qui omettent de chercher du travail, des zigotos, des cyniques qui bloquent les réformes avec l'aide d'activistes sans scrupules. Et quand on lui fit remarquer que c'est peut-être là un langage auquel on ne s'attend pas dans la bouche d'un président, il fit d'abord un distinguo entre langage soutenu et registre populaire, en faisant appel à l'Académie. Il se défendit ensuite d'avoir voulu humilier qui que ce soit. Il prétendit enfin assumer totalement sa façon de communiquer, et promit de continuer à dire les choses. Cette prétention de nommer ou de dire les choses rappelle étrangement le parler vrai de Michel Rocard d'il y a 30 ans. Sauf que chez le Premier ministre de l'époque, le but était moins de parler comme tout le monde, que de dire la vérité sur la situation socio-économique, d'en finir avec une communication qui tendait à cacher les aspects moins reluisants de l'exercice, sous prétexte de ne pas insulter l'avenir, de manière à garder toutes ses chances aux prochaines élections. C'est en pensant aux gens de peu qu'il avait fait voter le RMI, revenu minimum d'insertion, dont les bénéficiaires ne furent pas des fainéants ou des zigotos, encore moins des ouvriers qui foutent le bordel. Profitons de ce bordel pour retracer la lointaine origine tout à fait honorable du mot. On verra que de simples choses nommées il a pu devenir familier, vulgaire, voire injurieux. Il fut d'abord emprunté au germanique, où bord signifiait une planche servant notamment de plateau de table. Dès son adoption en ancien français, au pluriel du diminutif Bourdeau ou Bourdieu, il dénotait aussi une cabane faite de planches pour devenir ensuite un quartier réservé au commerce des prostituées. L'évolution de planche à quartier de prostitution a pris plusieurs siècles. Finalement, tout en gardant son sens de maison de passe ou de lupanar, le mot dénote en français actuel un lieu où règne le désordre. Au surplus, en tant qu'objet direct du verbe foutre, l'expression indique l'action de créer la pagaille. Or on perçoit sans peine la différence de registre entre créer le désordre et foutre le bordel. L'un appartient au langage soutenu, l'autre au parler relâché ou vulgaire. Fort de cette distinction, on voit donc se dégager deux formes de dire les choses. La première est celle que notre ancêtre légendaire aurait pratiquée au paradis. Appeler un lion, un tigre et même un chat. La deuxième est de nommer les êtres avec des termes à forte charge péjorative. C'eût été le cas si Adam avait parlé d'Ève non comme d'une femme, mais d'une gonzesse. Au lieu de baptiser un concept bien défini, ce choix eût exprimé un rapport dépréciatif entre le locuteur et l'élément qu'il entendait nommer. Au vu de cette distinction, une conclusion s'impose.
Un président qui n'hésite pas à décrire sans ambages la situation du pays réel, à nommer un chat, force le respect ou l'admiration. Mais c'est à condition qu'il n'ambitionne pas de s'exprimer comme tout le monde, avec la verve et les mots crus qui font peuple, et dont la dérive est connue sous le nom de populisme. Car quand un président dédaigne le langage soutenu, qui sied à sa fonction, il risque bientôt de ne plus être soutenu lui-même par une majorité des citoyens qui l'ont élu. Le sujet et le verbe. Ça ne vient pas de sortir, mais c'est tout comme. Si vous écoutez de temps en temps un débat ou une interview sur les ondes, vous avez dû le noter. Pour signifier que le problème qu'on vient d'aborder, qu'on se promet d'aborder ou plus souvent qu'on n'a plus le temps d'aborder, est très important, on dit que c'est un vrai sujet. Jadis et naguère on parlait d'une question capitale, d'un point crucial, d'un thème primordial, d'un souci très actuel, d'une matière à ne pas perdre de vue. Désormais, celui ou celle qui estime que sa préoccupation, sa crainte ou son cheval de bataille mérite qu'on en discute, dit que c'est un vrai sujet. À première vue, on pourrait en déduire qu'il y a aussi de faux sujets, ce qui n'est pas le cas, vrai étant en l'occurrence un qualificatif qui exprime la dimension, le poids, la profondeur, bref l'importance du sujet. Notons que classer une question comme sujet, dire simplement c'est un sujet, indique déjà le droit ou le devoir de la considérer comme digne d'un débat. Mais la promouvoir vrai sujet, c'est bien mieux. C'est désamorcer par avance toute objection de légèreté ou de frivolité. En somme, le vrai sujet est celui qui s'impose comme problème sérieux, urgent voire incontournable. Dans l'ordre du discours, le contraire du vrai sujet n'est pas le faux, mais celui qu'on nie, auquel on refuse le statut de sujet, de matière à dispute. Exemple, tu dis que tu as joué de malchance ? Ce n'est pas le sujet. Ce qu'on te demande, c'est pourquoi tu n'as pas essayé. On le voit, la négation du sujet, c'est le refus de l'admettre dans l'aire du débat, dans l'espace de la discussion. Sujet est un concept forgé dès l'Antiquité par des philosophes ou grammairiens qui réfléchissaient sur les parties du discours. Une des premières distinctions fut celle entre ce dont on parlait et ce qu'on en disait. Il y avait dans cet ordre le subjectum, le futur sujet, on a perdu le B mais on l'a gardé dans subjectif, et le prédicatum, dans lequel on reconnaît sans peine le prédicat. De nos jours encore, ce dont on parle peut s'appeler couramment le sujet. Ainsi vous avez fixé rendez-vous à quelqu'un qui vous a demandé aide ou conseil. La première question que vous lui poserez après les salutations d'usage est celle-ci, c'est à quel sujet ? Et la réaction ne se fera pas attendre. C'est au sujet d'un contentieux avec ma banque, par exemple, avec le syndic de mon immeuble ou avec le propriétaire de la maison mitoyenne. Et comme son problème, qu'on appelle désormais son souci, l'intéresse au plus haut point, il pourra dire, et vous serez bien d'accord avec lui, même si vous n'avez ni secours ni solution, que c'est un vrai sujet. À ce sujet comme contenu d'une pensée, d'un ouvrage ou d'une œuvre d'art, est venu s'ajouter plus tard celui d'une personne. Sous l'Ancien Régime, où le monarque de droit divin trônait au sommet de la société, tous les humains qui la composaient étaient ses sujets. Le lien qui les unissait au roi était celui de la sujétion, qui est une forme de subordination, sinon de soumission. Plus récemment, pour railler un certain président Giscard, à qui on reprochait des airs d'aristocrate ou de ci-devant, des humoristes le dessinaient parfois avec les atours de Versailles et lui faisaient dire « J'aime mes sujets et mes sujets m'adorent ». Mais cette utilisation du mot pour indiquer une personne humaine a bientôt dépassé le seul lien de subordination. Dès le XIXe siècle, sous l'influence notamment de la philosophie allemande, le sujet est devenu un être pensant, siège de la réflexion, des sensations et des sentiments. Il s'opposait par là même à l'objet, réputé dépourvu de ses compétences. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui on peut entendre qualifier un candidat prometteur, un athlète battant un record, un étudiant ayant obtenu des notes supérieures comme d'excellents sujets. Dans ce sens, un sujet peut d'ailleurs être appelé bon ou mauvais. Brassens n'a-t-il pas consacré quelques versets paillards à un mauvais sujet repenti ? Et comme on sait que l'homme se distingue des autres animaux par sa capacité langagière, on en est venu à parler, dans des sciences modernes comme la linguistique et la psychologie, du sujet parlant pour désigner le locuteur. Ou la locutrice, pourquoi pas ? Notons à propos de la féminisation des noms de profession
qu'il a fallu des siècles pour qu'une personne humaine appelée femme soit également considérée comme un sujet capable d'intelligence et de créativité dans tous les domaines où les sujets se distinguent des objets. Étant donné les luttes, féminines et féministes, contre l'exploitation de la femme objet et pour la libération de la femme sujet, vu aussi le torrent de violences faites aux femmes qui défraye la chronique ces temps-ci, n'est-on pas en droit de conclure qu'il y a là comme un sujet ? Je dirais même un vrai sujet ? Assimile. Il fut une époque où le français désireux d'apprendre une langue étrangère ne jurait que par un procédé qui rendait superflu l'entraînement et la mémorisation. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui n'avaient pas fait leurs preuves, on allait désormais acquérir l'anglais ou l'espagnol par auto-apprentissage basé sur la lecture, l'écoute et la répétition d'énoncés rudimentaires. L'étude astreignante de la grammaire et du vocabulaire étant mise entre parenthèses ou remise à plus tard, on allait pouvoir s'adonner à l'imprégnation intuitive. Et comme celle-ci se ferait sans peine, à la manière des aliments qu'on assimile, pourquoi ne pas l'appeler assimilation en plus court, assimile ? Ce fut Alphonse Chérel qui en conçut l'idée en 1929, créant ainsi une entreprise florissante, sans qu'elle produise pour autant chez les Français une amélioration notable de la connaissance des langues étrangères. Le terme assimilation revient de nos jours dans le discours politique pour traiter du problème de l'immigration. Une fois de plus, c'est la métaphore de la digestion qui prévaut. En effet, dans un pays d'accueil comme la France, l'étranger est comme avalé, absorbé, assimilé par l'appareil digestif de la communauté nationale. L'autre devient le même, dans l'exacte mesure où il est censé partager les mêmes droits et devoirs. Immigrer équivaut alors à adhérer aux règles et valeurs de la société d'accueil, laissant au vestiaire ou à la frontière les normes socio-culturelles auxquelles on était habitué dans son pays d'origine, ou en les limitant strictement à l'espace privé. Bref, pour la communauté autochtone, assimiler c'est transformer l'autre en sa propre substance. C'est incorporer le corps étranger en son propre corps. Or le même discours politique recèle un autre terme, celui d'intégration, qui aurait pu être un synonyme du premier si on s'était basé sur sa seule étymologie. Dérivé du latin integer, non entamé, entier, d'un seul tenant, intègre dénota d'abord l'état intact d'un élément avant d'exprimer la qualité morale d'une personne, honnête, droite, pure. Néanmoins, pour certains dérivés, tels qu'intégrer et surtout intégration, on est revenu au sens de la totalité intacte à laquelle on s'intègre. L'intégration a donc fini par dénoter l'opération par laquelle un élément quelconque devient membre, c'est-à-dire partie intégrante, d'un ensemble. Vu le problème de l'immigration, la question principale est alors de savoir à quelles conditions l'élément étranger devient membre de l'ensemble dit communauté nationale. Et c'est là que le bât blesse. Car l'intégration est basée sur la coexistence, qu'on espère harmonieuse, de plusieurs cultures, idéologies ou religions dans un même cadre national. Quand l'adhésion aux règles de la société d'accueil tolère, voire encourage le maintien de différences, le risque est grand que se constituent en son sein des sous-ensembles de plus en plus repliés sur eux-mêmes et ayant leurs propres règles de fonctionnement. Cette dérive, appelée communautarisme, devient préoccupante quand un groupe d'immigrés ignore, à la fois au sens de ne pas connaître et de ne pas respecter, des valeurs fondamentales telles que la séparation des pouvoirs, l'égalité homme-femme, la frontière entre public et privé, voire la différence entre les règles morales d'une religion et les lois du Code civil. Quand une communauté tend à se constituer en enclave autogérée, avec parfois son économie parallèle, voire ses zones de non-droit, elle illustre plus l'échec de l'intégration que sa réussite. Or l'autre versant de l'immigration, celui de la communauté intégrante, ne laisse pas de poser problème lui aussi. Les procédés contraires aux lois, tels que la discrimination à l'embauche, les contrôles aux faciès, le plafond de verre empêchant l'immigré de monter dans l'ascenseur social, de même que les attitudes et propos relevant du racisme ordinaire, rendent illusoire la coexistence harmonieuse évoquée plus haut. Pour revenir à l'image de la digestion, il est difficile d'intégrer un corps étranger perçu comme indigeste ou qu'on a envie de recracher. Aussi la contradiction reste-t-elle profonde entre le devoir de l'immigré d'abandonner son identité d'origine, et le message subliminal de l'autochtone disant « Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais comme nous ». Bref, l'assimilation visée ici, qui est le but avoué de l'intégration,
n'est pas aussi facile que celle promise par Assimil pour l'apprentissage des langues. En effet, au lieu de se faire sans peine, elle appelle souvent une double peine, d'abord celle de devoir se conformer au même, ensuite celle de traîner indéfiniment le soupçon de rester autre. Ah, que l'intégration serait belle si elle était intégrale. Le prédicat, c'est à quel sujet ? Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé en France. Quoi ? Un tsunami a ravagé le Finistère ? Tu n'y es pas, c'est beaucoup plus grave. La tour Eiffel s'est écroulée ? Si ce n'était que ça. L'âge de la retraite est ramené à 50 ans ? Mais non, futilité que tout ça. Tu vis sur une autre planète ou quoi ? Non, j'avoue que je ne vois pas. Je donne ma langue au chat. Mais enfin, le prédicat, ça ne te dit rien ? Le prédicat ? Qu'est-ce? Quel prédicat ? La réforme de l'enseignement, la énième. Non ? T'as rien remarqué ? T'étais en vacances à l'étranger ? La nouvelle grammaire de français dès le CM1 ? Le prédicat qui remplace 2 COD ? Ah non, c'est pas vrai. Ils ont osé ? T'es sûr de ton info ? Plus sûr tu meurs. Vous me direz que je charrie, que la charge est excessive. À peine. Écoutons l'inénarrable Pujadas l'autre jour sur France 2. Dans la terminologie scolaire, notre traditionnel COD a été remplacé par le prédicat. Nos têtes blondes n'apprendront plus le complément d'objet direct. Passons sur la couleur de ces têtes, qui n'a pas changé depuis nos ancêtres les Gaulois, quel que soit le nombre d'élèves d'origine africaine ou asiatique dans les écoles. Mais le COD, ce complément qui n'a rien d'alimentaire, qu'est-ce donc ? Les anciens se souviendront que c'était la pomme dans la phrase « l'enfant mange la pomme ». Même quand elle était talée ou pourrie, ça restait un COD. Or à en croire les infos, ce ne serait plus le cas. Et la guerre serait ouverte entre les Français qui tiennent pour le COD et ceux qui préfèrent le prédicat. Où l'on voit que, comme souvent, l'information commence par la désinformation. Car jamais il ne fut question de remplacer l'un par l'autre, mais de les espacer dans le programme, de les introduire graduellement dans l'analyse grammaticale, en commençant par le couple sujet-prédicat en CM1, quitte à garder tous les compléments du verbe pour plus tard. La distinction de base est en effet entre ce dont on parle, le sujet, la réponse à la question c'est à quel sujet ? Et ce qu'on en dit. Dans la phrase évoquée ci-dessus, on parlait de l'enfant. C'était le sujet. Et on en disait qu'il mangeait une pomme. C'était le prédicat. Pense-t-on qu'à l'âge de 9 ans l'élève est incapable de saisir cette distinction ? Que la lui inculquer relève de la torture morale ? Le prédicat vient de loin. La paternité en est attribuée à Aristote. D'accord, le Stagirite avait le tort de ne pas être français. Il aurait d'ailleurs eu du mal à l'être à une époque où la France n'existait pas encore. Mais Pascal ? Mais le mouvement de Port-Royal au XVIIe siècle ? Mais la famille Arnaud, dont un des membres, Antoine, élabora avec Claude Lancelot une grammaire générale et raisonnée, 1660 ? Voilà de vrais Français, des cartésiens de première qui voulaient secouer un peu le joug de la grammaire moyenâgeuse, restée trop longtemps dans le sillage du latin. Et qui jetèrent les bases d'une analyse grammaticale, où la distinction sujet-prédicat prévalait. Or, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Au niveau universitaire, des pans entiers de la linguistique moderne, notamment celui dû aux travaux de Noam Chomsky et de ses adeptes, s'inspirent de la grammaire dite de Port-Royal. Mais ces études poussées, surtout celles illustrées par des arborescences compliquées, n'ont pas vocation à pénétrer dans les collèges ou lycées. Il n'est d'ailleurs pas dit que le couple sujet-prédicat soit la panacée pour tous les problèmes de syntaxe. Tant qu'on reste au niveau des phrases déclaratives ou descriptives, comme celle de l'enfant qui mange une pomme, pas de problème. Mais où se trouve le sujet et le prédicat dans l'impératif « mange ta soupe », dans le constat « il pleut » ou dans la question « ça va » ? Autrement dit, dans de telles phrases qui font pourtant partie du langage quotidien, que dit-on à propos de quoi ? Quel est le prédicat qu'on attribue à quel sujet ? Une fois encore on dirait que l'étymologie se venge. Le mot prédicat est dérivé du verbe latin prédicare, instruire par la parole, qui a donné la prédication, autrement dit le prêche. En somme, pour instruire, il faut dire quelque chose à propos d'un sujet. Il faut lui attribuer un prédicat. À l'époque des messieurs de Port-Royal,
le prêche au sens religieux était une réalité quotidienne. Il n'est pas sûr que la défense et l'illustration du prédicat formulé de nos jours par la commission ad hoc soient tombées dans la bonne terre. Vu les réactions, on a l'impression qu'elle a soit prêché des convertis, soit prêché dans le désert. Après tout, on peut se demander s'il n'y a pas des tâches plus urgentes qu'un changement terminologique. Quand un candidat à la magistrature suprême déclare qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, ou qu'est-ce qui viendra derrière, on voit qu'on aura beau prêcher le prédicat, la connaissance du français ne s'en trouvera pas améliorée. L'irruption de la disruption. Quoi de neuf sur le front des mots dans le vent ? Un parti politique, qui entend revenir sur une loi votée sous le précédent exercice, est appelé disruptif. Une jeune entreprise prétend vouloir disrupteur le marché des produits pharmaceutiques. Une égérie du petit écran, qui a dévoilé les petits secrets de ses amants successifs, et dit avoir tenu des propos disruptifs. D'autres encore en appellent à la création d'un demi-million d'emplois aidés pour disrupteur le chômage. Devant cette avalanche de disruption ou d'innovation disruptive, on est en droit de s'interroger sur son origine. On sait par expérience qu'à l'instar de l'habillement, de la gastronomie et des mœurs notamment, la langue subit les attraits et les effets de la mode. Or, les tendances de celle-ci sont souvent le résultat de facteurs économiques et psychosociaux, qu'il est intéressant d'identifier. Le latin connaissait rumper, ancêtre de rompre. Le supin du verbe ru se reconnaît encore dans rupture et dans une série de dérivés comme abrupt, corruption, éruption, etc. Or, dès son origine et son adaptation aux langues romanes naissantes, on perçoit dans ce noyau verbal une double acception. Au niveau concret, il visait l'action d'arracher, de fracturer, de casser avec force ou violence. Au niveau abstrait, de faire cesser, de mettre fin à un état existant, à une situation établie. De cette ambivalence sémantique nous sommes les héritiers, vu que nous pouvons tantôt rompre le pain, le cou, l'échine, tantôt rompre le silence, le contact, les ponts, sans oublier rompre avec le passé. Reste le préfixe dit qui indique l'écart, voire l'écartement, comme dans disjonction, dislocation, dissection. La disruption latine conservait le double sens évoqué plus haut, mais son équivalent français disruption est longtemps resté confiné à des emplois savants. Au point que le terme a disparu des dictionnaires modernes, lesquels admettent tout juste disruptif comme qualité d'une décharge électrique. Que s'est-il donc passé pour qu'en quelques années un mot relevant du registre savant ou de la rubrique des mots croisés s'installe de façon insolente dans le vocabulaire tendance ? Il a fallu comme souvent l'association entre un domaine qui excelle par l'innovation, à savoir l'économie de marché, et la langue dans laquelle cette innovation s'exprime de préférence au niveau planétaire, à savoir l'anglais. Or l'anglais avait conservé cette ambivalence sémantique qui ne demandait qu'à être recyclée, à la faveur d'une innovation créatrice. Le mot disruptive y était courant pour évoquer non seulement les tremblements de terre, cyclones et autres tsunamis, mais aussi les brusques changements socio-culturels. On ne s'étonnera donc pas que la transition numérique jointe à la mondialisation du marché y devint l'occasion rêvée pour rappeler le sens abstrait de la disruption, à savoir la rupture avec la tradition, rupture telle que pratiquée par de jeunes entreprises appelées start-up, qui innovaient radicalement par le bas en utilisant des moyens informatiques de plus en plus performants. Pour éviter les développements abstraits, prenons le cas magnifiquement illustré par le film Une hirondelle a fait le printemps, 2001, avec Michel Serrault dans le rôle du paysan bougon et Mathilde Seigné dans celui de la jeune informaticienne, qui a décidé de reprendre une ferme isolée sur le plateau du Vercors. Pari risqué pour la citadine peu habituée aux contraintes de l'élevage et au climat rugueux. Mais qui s'en sortira mieux que les paysans du coin en créant un site internet permettant de commercialiser largement les produits laitiers de sa chèvrerie, et de transformer la ferme en un lieu touristique attirant les amateurs de balades équestres. Il n'y a guère on aurait dit que son initiative rompait avec les habitudes immuables du monde paysan. Désormais on dira qu'il s'agit d'une disruption ou que son initiative innovante peut être appelée disruptive en ce qu'elle se sert des nouvelles technologies pour proposer des produits et services moins chers à une clientèle de plus en plus nombreuse. Devant cette soudaine renaissance d'une terminologie ancienne, on comprend pourquoi la disruption ne pouvait se limiter à l'expression de la rupture dans le seul domaine commercial. Bientôt serait appelé disruptif ou disruptive tout acte ou geste,
toute initiative ou parole rompant avec les conventions anciennes, la tradition, les habitudes acquises et qui le ferait de façon plus ou moins subite, tranchante, parfois avec fracas. Tout au moins qui aurait l'ambition ou la prétention de le faire, avec ou sans les moyens tirés de la transition numérique. Il faut donc s'attendre à une inflation sémantique de la disruption et des actions disruptives. Un jour peut-être les velléités de rompre avec le passé seront-elles devenues à leur tour une tradition établie. Si bien que la seule façon d'être vraiment disruptif sera de ne pas sortir des sentiers battus et de faire simplement comme jadis et naguère. Car comme le disait le duc d'Elbeuf, chanté par Brel, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Quand en même temps n'est pas un temps. Le nouveau président de la République française, qui semble combiner les avantages de la jeunesse et de l'intelligence, fut naguère brocardé à cause de son penchant pour un élément de langage, à savoir en même temps. Alors que depuis toujours la droite insiste sur la production de richesses et la gauche sur leur juste répartition entre les citoyens, Emmanuel Macron entend choisir l'une sans renier l'autre. Ce qui revient à se réclamer en même temps de la droite et de la gauche. Il estime en effet, évidence première pour qui n'est pas obnubilé par des partis pris idéologiques, qu'on ne saurait faire régner la justice distributive sans avoir suffisamment de richesses à distribuer. Et qu'il incombe à l'État d'y pourvoir, non pas successivement mais simultanément. Cet emploi traditionnel de l'expression, basé sur l'idée d'une temporalité réelle, celle de la coïncidence de deux ou plusieurs actions ou événements en un seul moment ou une seule durée, est de nos jours dépassée par ce que les spécialistes appellent la nuance adversative. Elle est en effet de plus en plus utilisée, d'abord en français populaire, puis en langage plus soutenu, comme une conjonction équivalente à mais, néanmoins, cependant, pourtant, voire toutefois. Pour bien saisir la différence, citons quelques exemples. Si j'entends dire que deux lettres sont arrivées en même temps, je suis en droit d'en conclure qu'il s'agit d'une simultanéité, le facteur les a apportées le même jour à la même heure. En revanche, si on me dit que tel amateur d'art compte acquérir un tableau dans une vente publique et qu'il hésite à renchérir en murmurant « Ce Klimt est magnifique ». En même temps, ce n'est pas donné. Je comprends qu'à son avis, la beauté du tableau et son prix exorbitant sont deux arguments qui n'abondent pas dans le même sens. Le premier incite à l'achat, le deuxième à l'abandon des enchères. Ce sont deux versants d'un même toit, ou d'une même montagne, qui sont marqués par une tension contraire. En l'occurrence, l'idée de simultanéité d'en même temps est occultée, voire abandonnée, pour celle d'arguments opposables. Notons que l'expression peut aussi s'employer dans des conversations, où l'interlocuteur veut faire valoir un point de vue différent ou dissonant. Ainsi, quand l'un dit « la gauche est en pleine déconfiture », l'autre peut répondre « en même temps la droite ne va pas beaucoup mieux ». On pourrait s'étonner de cette évolution récente, si quelques précédents de la transition du temporel vers l'argumentatif ne la laissaient pressentir. C'est le cas notamment de la conjonction cependant. À l'origine était le verbe pendre dans le simple sens de suspension. Or son participe pendant a très tôt acquis la valeur temporelle durative d'être en cours, en instance. Déjà en droit romain, causa pendente signifiait que le procès ou le débat était en cours. En somme, tout ce qui était en train de se faire ou d'avoir lieu pouvait s'exprimer par cette suspension, ceci ou cela pendant. D'ailleurs, encore de nos jours ne dit-on pas l'affaire pendante ? Le glissement vers le sens adversatif se constate pourtant dès la Renaissance. Déjà chez Montaigne cependant, en deux mots, ou cependant sont graduellement utilisés comme équivalent de néanmoins. On constate la même évolution pour tandis que, qui dénote d'abord une durée simultanée, l'une pique tandis que l'autre coud, avant de prendre une nuance adversative, les prix montent tandis que les salaires stagnent. Les mêmes causes ont eu les mêmes effets pour alors que, qui fut à l'origine un instant donné, et qui désormais exprime de préférence le versant opposé d'une réalité ou d'une perception, il est déjà rentré alors qu'il était à peine parti. La problématique s'élargit encore quand on constate que d'autres langues ont connu ou connaissent le même glissement sémantique. Ainsi le mot anglais while qui dénote d'abord un moment ou une durée, after dinner rest a while. Égal après le dîner repose-toi un instant, peut aussi servir à marquer une opposition. The boys are smoking while the girls are not égale le garçon fume alors que tandis que les filles non. Tout concourt donc à la conclusion qu'il est difficile d'exprimer la simultanéité de deux événements ou actions, sans que s'y instille un soupçon de différence ou d'opposition.
Tant il est vrai que le temps partagé incite à la comparaison, et que celle-ci conduit insensiblement au constat de la différence, voire de l'opposition. Dans un pays où l'égalité fait partie du fameux trinôme au fronton des maisons communales, le souci de favoriser en même temps l'efficacité économique et la justice distributive ne sera selon toute vraisemblance pas une sinécure. En même temps, la complexité de la tâche ne doit pas devenir un prétexte pour ne pas essayer. Que votre joie soit pérenne. Dans son désir intempestif de découvrir un rapport de sens sous une simple ressemblance de forme, l'homme se livre souvent à ce qu'on appelle de l'étymologie populaire. C'est ainsi qu'il risque de deviner dans l'antimoine un produit ennemi du moine, et dans l'adultère une maladie réservée aux adultes. Parfois son intuition le mène néanmoins à des conclusions plus fondées. C'est le cas par exemple du rapport entre la durée et la dureté. Le dur est d'abord ce qui résiste au toucher ou à d'autres organes de la perception. Or si durus indique déjà en latin la dureté d'une chose, terre, métal, bois ou d'une personne, caractère obstiné, attitude intransigeante, le verbe durar pointe à la fois vers ce qui est ou devient solide, ce qui s'endurcit, et vers ce qui résiste aux atteintes du temps, entendons, qui dure longtemps, qui continue à exister, qui reste debout ou vivant malgré le temps qui passe. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, on peut s'endurcir en pratiquant des épreuves d'endurance, qui sont des exercices supposant à la fois la longue distance et la longue durée. Lorsqu'on tente de concevoir cette durée, on s'engage spontanément dans deux voies à première vue divergentes. D'une part, on veut la mesurer, la séquencer, lui imposer des bornes. On compte alors en minutes, en heures ou en jours. Mais en même temps, on souhaite se l'imaginer sans bornes. Pour exprimer cette absence de limite, on a le choix entre deux solutions. Tantôt en creux par la négation, comme dans infini, illimité ou immortel, tantôt en plein comme dans durable, éternel, permanent ou perpétuel. Le premier terme de la série en pleine est un dérivé direct de dur dans son acception temporelle. Or on aura remarqué que durable connaît un succès grandissant depuis que le concept anglo-saxon de Sustainable Development, dans le rapport Brundtland, 1987, a été traduit en français par développement durable. À l'évidence, le qualificatif vise à exclure ce qui n'est que provisoire, passager, périssable, temporaire ou transitoire. Alors que la consommation traditionnelle était basée sur le principe du jetable, dont l'obsolescence programmée des outils électroniques est de nos jours une application cachée, celui du durable entend favoriser notamment le recyclage des matières premières pour préserver les ressources de la planète. C'est une politique du long terme qui exige le contraire de la courte vue. Un autre moyen d'exprimer le durable est d'avoir recours au préfixe PER. On le trouve notamment dans des verbes comme perdurer, persister, persévérer et dans des dérivés comme permanent. Ce qui reste constant se maintient et se poursuit à travers tout. Dans ce registre, on connaissait déjà perpétuel et le verbe perpétuer, où le préfixe indique la continuation de l'action et de son résultat sans interruption ni fin. Un des termes qui relève de la même série, et qui jouit ces derniers temps d'un regain de faveur, est pérenne avec ses dérivés pérennité et pérenniser. Réservé jadis au langage scientifique ou politique, une source, une institution était dite pérenne, il s'emploie dorénavant pour exprimer la très longue durée. Ce qui constitue une évolution intéressante par rapport à son origine latine. Perennis est en effet un composé de PER et annus, qui dure et traverse toute une année, qui n'est pas sujet aux variations saisonnières, qui reste vivant, voire vivace pour les plantes, du début à la fin de l'année. Or déjà en latin classique, des métaphores étaient nées qui dépassaient cette borne annuelle pour exprimer ce qui dure longtemps, voire ce qui est perçu comme interminable. Chez Cicéron par exemple, perennis peut qualifier la parole trop abondante, voire intarissable, d'un orateur. En latin tardif et plus tard en français, l'idée d'une limite annuelle est dépassée. Notamment chez Montaigne, qui parle dans ses essais de la branloire pérenne, pour indiquer que toute chose évolue sans fin. De nos jours aussi, le mot pérenne participe de la même tendance, surtout dans la parole politique et sociale. Un tel entend pérenniser le SMIC ou l'ISF, tel autre veut rendre pérenne le tri obligatoire des déchets pour les poubelles. Dans les années 1970, une chanson entraînante agrémentait nos étés et nos vacances. Sur un air l'argot elle disait « On dirait le Sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années, et toujours en été. »
Son succès foudroyant était sans doute dû à ce désir ancré profondément en nous de dépasser les bornes des années et des saisons, pour que la vie dure sans fin et qu'il ne reste qu'une seule saison, l'été. Pourtant le chanteur Nino Ferré, sentant peut-être venir les désagréments de l'âge, s'est tiré une balle dans le cœur. Au milieu d'un champ de blé. À l'âge de 64 ans. Sans doute avait-il compris que la vie n'est pas faite pour durer indéfiniment, qu'elle n'est pas pérenne. Et qu'à un certain âge, après avoir rêvé d'un été sans fin, on a parfois du mal à passer l'hiver. C'est dans le Larousse. Si vous roulez sur l'autoroute du Sud, A6, vous verrez à hauteur de Courtenay que vous vous trouvez en Puisaye. En France, la signalisation routière est parfois déroutante, car si vous cherchez une région ou une route pour y parvenir, on vous l'indiquera dès que vous l'aurez trouvée. Ainsi, pour contourner Paris, vous cherchez la fameuse francilienne ? Eh bien, dès que vous serez dessus, un panneau vous dira « Vous êtes sur la francilienne ». Il en va de même pour la Puisaye. Vous pensiez être en Alsace ou en Franche-Comté ? Détrompez-vous, vous êtes en Puisaye. Ne cherchez plus la Puisaye puisque vous y êtes. Il y a pourtant 1000 raisons de chercher la Puisaye. D'abord, c'est le pays de Colette, qu'il a décrite d'une plume subtile et savoureuse, et dont on trouve la maison et le musée à Saint-Sauveur. Il y a aussi Clamecy, la petite patrie de Romain Rolland. Puis il y a Saint-Fargeau, avec le château des Dormesson, où le petit Jean a fait les 400 coups avant d'écrire au plaisir de Dieu. Mais pour visiter cette puisaye profonde, il faut quitter la Cisse à Joigny ou à Auxerre pour emprunter des routes moins larges et plus bucoliques qui vous mèneront à Toucy. Si vous ne connaissez pas Toucy, sachez que c'est une petite ville de l'Yonne, mais qui est devenue grande à cause du grand homme qu'elle a vu naître, j'ai nommé Pierre Larousse. En poussant jusqu'au centre, vous ne pouvez pas le rater. Son buste s'y trouve juché sur une colonne qui domine la place du marché. C'est en effet le Larousse du célèbre dictionnaire, celui dont Vialat disait qu'il a classé le monde par ordre alphabétique. Son ouvrage était reconnaissable entre tous par la couverture où figurait une dame à l'abondante chevelure rousse, qui soufflait sur un pissenlit semant les aigrettes à tout vent. Dès ses premiers écrits pédagogiques, Pierre Larousse se fit remarquer par son souci d'être complet. N'avait-il pas publié dès 1850 un traité complet de l'analyse grammaticale ? Puis en 1852 un traité complet d'analyse et de synthèse logique ? Mais ce désir de complétude se trouva bientôt doublé d'un deuxième, celui d'être universel. C'est à ce penchant qu'on doit son grand dictionnaire universel du XIXe siècle, où l'on apprend que le fleuve A, long de 80 km, passe à Saint-Omer pour rejoindre la mer du Nord. Tandis qu'une rivière irakienne, le Zab, est un affluent du Tigre. Entre là et le Zab, que seuls fréquentent les mordus des mots croisés, Larousse connaît encore 1000 autres cours d'eau qui arrosent bon nombre de cités classées elles aussi par ordre alphabétique. Or ces vertus conjuguées du complet et de l'universel achoppent tôt ou tard sur le besoin de limiter le nombre de pages et partant le prix de revient et d'achat de l'ouvrage. Car on a beau vouloir inventorier tous les noms communs et tous les noms propres, et choisir pour leur mention et définition des caractères de plus en plus petits, arrive un jour où un tri s'impose. D'autant que l'émergence de mots nouveaux oblige à y conduire ceux sortis d'usage. Or pour faire sortir des mots que les spécialistes appellent bizarrement des entrées, il faut des critères. Et à comparer les dictionnaires, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas les mêmes. Il est donc intéressant de voir quelles entrées le Larousse a supprimées cette année. Prenons d'abord branloire, qui fut naguère l'équivalent d'une balançoire et dont la métaphore indiquait un va-et-vient entre deux extrêmes. Désormais le lecteur de Montaigne restera perplexe en lisant dans les essais « Le monde n'est qu'une branloire pérenne, toute chose y branle sans cesse. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. » Prenons ensuite Claquedent, qui dénotait jadis un pauvre type, un misérable quidam. Le faire sortir du dictionnaire, est-ce à dire qu'il n'existe plus et qu'il est, comme son nom, sorti d'usage ? Ou que, pour citer un ancien président, on a remplacé les gens de sa condition par les sans-dents ? Prenons enfin cet adjectif aussi rare que savant, qui qualifiait jadis une prière brève et fervente, l'oraison jaculatoire. Dans ses éditions anciennes, le Larousse en précisait l'origine. Du latin jaculari, lancer. À l'école catholique, notre maîtresse pratiquait ce genre de lancer, chaque fois qu'un élève commettait une faute d'orthographe ou quelque autre bévue. Levant les yeux au ciel, elle murmurait alors « Jésus, Marie, Joseph ».
C'était une oraison jaculatoire. Il est vrai que le Larousse connaît aussi le mot mantra, qui remplit un peu la même fonction dans la religion hindoue. Mais il y manque un je ne sais quoi d'impulsif et de propulsif, disons, de jaculatoire. Tel est donc le sort des mots. Ils surgissent, s'installent, s'usent et vieillissent à force de servir. Mais en sortant du Larousse, ils rappellent de loin en loin le départ de nos chers disparus avec les signes de deuil qui l'accompagnent. Et il suffit de passer à tout ci pour penser à tout ça. Arrêtez de m'importuner. Jadis, une ministre accusée de négligence dans l'affaire du sang contaminé se voulait responsable mais non coupable. Des femmes célèbres qui luttent pour la liberté sexuelle et veulent réagir contre l'action #balance ton porc, jugée outrancière, estiment ces jours-ci qu'on peut importuner mais pas harceler. Dans ce même contexte, d'autres voix s'élèvent, rappelant que la drague est sympa, mais le frottement, le harcèlement et le viol en aucun cas. Ces trois exemples ont en commun d'être fondés sur l'idée fallacieuse que les mots permettent de délimiter strictement les états de choses, de les cerner avec précision pour décider ce qui en fait partie et ce qui en est exclu. Fallacieuse, car où s'arrête par exemple la drague et où commence le harcèlement ? D'aucuns veulent même intercaler entre les deux la drague lourde. Pourquoi pas aussi le harcèlement léger, tant qu'on y est ? Or, comment le législateur pourra-t-il sanctionner un comportement blâmable, condamnable, voire criminel, s'il ne dispose pas de critères objectifs pour le caractériser ? L'homme accusé de frottement dans les transports publics se verra-t-il acquitté sous prétexte qu'il avait uniquement l'intention de draguer, ou d'importuner ? On voit assez vite que le recours à l'appareil juridique nécessite tout un travail conceptuel pour que les mots aient un sens plus précis, à la rigueur univoque, permettant de sévir ou d'acquitter. Pour le viol par exemple, on parlera de pénétration sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Et si le comportement incriminé n'est pas suffisamment établi, le juge pourra exiger des détails, notamment sur les membres utilisés et les organes pénétrés. À l'évidence, pareil discernement n'est pas encore possible pour faire la différence entre l'action d'importuner, pardonnable, agréable, voire désirée, et celle, punissable ou haïssable, de harceler. Pour illustrer le flou inhérent au sens des mots, les spécialistes ont souvent recours à l'exemple du spectre. Sous l'angle purement physique, les couleurs ne sont que des longueurs d'onde qui constituent une gamme ininterrompue allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. C'est sur cette échelle continue que l'homme identifie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.